Bonjour et bienvenue sur le cours en ligne de Madame Couder. Dans cette vidéo, nous allons parler des liaisons chimiques. Cela fait peut-être longtemps que vous en entendez parler. Il est temps d'aller voir vraiment ce que c'est. C'est parti! On a vu que les atomes sont plus stables lorsque leur couche électronique externe est pleine. Cette couche s'appelle également la couche de valence. Et donc les électrons qui peuplent cette couche de valence s'appellent tout simplement les électrons de valence. Petit avertissement, je vais utiliser cette représentation de l'atome qui correspond au modèle de Bohr pendant tout mon exposé. Mais rappelez-vous bien que cette représentation est fausse, car en fait les électrons ne sont pas localisés comme ici. Mais même s'il est faux, ce modèle suffit à expliquer les notions de lycée, donc on va s'en servir. Combien faut-il donc d'électrons pour remplir cette fameuse couche de valence? Au lycée, c'est super facile, ce sera toujours 8. Sauf pour l'hydrogène et l'hélium qui ont besoin que de 2 électrons. Tout ce qu'on a besoin de savoir sur les électrons de valence se trouve sur le tableau périodique. Voilà le fameux tableau périodique. Sauf que tout le bloc du milieu, ce bloc qu'on appelle le bloc D, est hors programme. On va donc le cacher et ne regarder que les blocs S et P comme ça. Une fois que c'est fait, le nombre d'électrons de valence est tout simplement donné par le numéro de la colonne. Le chlore ici est dans la 7e colonne, c'est donc qu'il a 7 électrons de valence. Le sodium est ici, dans la première colonne, il en a un. De même pour l'hydrogène qui est dans la même colonne, un seul électron de valence. Facile. Prenons maintenant le néon. Il est là. Cela veut donc dire qu'il a 8 électrons sur sa couche externe. Sa couche de valence, celle-ci, la plus externe donc, est remplie. Il est stable, il est content. Il n'a donc aucun intérêt à changer quoi que ce soit. Il va rester ainsi et ne participera à aucune réaction chimique. C'est donc un gaz inerte. Et c'est pour cela qu'on appelle cette colonne la colonne des gaz nobles ou gaz inertes. Maintenant, prenons un atome dans n'importe quelle autre colonne. Prenons le chlore. Le chlore est dans cette colonne, ça veut dire qu'il a 7 électrons de valence. Or, on a dit qu'il fallait 8 électrons pour remplir la couche de valence. Il lui en manque donc 1. Comment va-t-il faire pour le récupérer? Il a en fait 2 solutions devant lui. La première, c'est tout simplement de piquer un électron à un autre atome, un atome qui a plutôt envie de s'en débarrasser. Prenons par exemple le sodium, Na, qui est là dans le tableau. On voit qu'il n'a qu'un seul électron de valence. Ce qui veut dire que s'il arrive à se débarrasser de cet électron-là, sa couche externe deviendra en fait celle-là et elle sera pleine. Le sodium a donc très envie de se débarrasser de cet électron. Et le chlore a très envie d'en récupérer un. Parfait! Na va donc donner un électron à Cl. Le chlore a donc récupéré un électron supplémentaire. Il devient donc un ion, Cl-. Et le sodium devient lui un ion, mais positif, Na+. On obtient donc 2 ions de charge opposée. Or, on le sait, 2 charges opposées subissent une interaction électrostatique attractive. Les 2 ions vont donc s'attirer l'un l'autre. C'est ce qu'on appelle une liaison ionique. Et si on met plein de ces ions ensemble, ils vont s'organiser pour minimiser les interactions entre les ions de même charge. Et on obtient un solide ionique, comme celui-là. Et ce solide ionique, vous le connaissez, c'est le sel de table. Entre tous les ions composant le sel, on peut dire qu'il y a des liaisons qu'on appelle des liaisons ioniques. Mais revenons à notre chlore. Il a besoin d'un 8e électron sur sa couche de valence pour être stable. Il peut en piquer un, mais il a une autre solution. Il peut les mettre en commun avec un autre atome. Par exemple, avec un autre atome de chlore. Cet autre atome de chlore a le même problème que le premier. Il lui manque un électron sur sa couche de valence. Mais regardez ce qui se passe lorsque ces atomes se rapprochent. Ils vont pouvoir mettre en commun chacun un de leurs électrons. Donc si je compte les électrons de l'atome de gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la couche de valence est remplie. Et c'est pareil pour l'atome de droite, 8 aussi. Comme ils ont mis leurs électrons en commun, les 2 couches de valence sont remplies. Bien sûr, ils ne doivent pas s'éloigner, sinon ça ne fonctionne plus. Ils sont donc obligés de rester proches, liés entre eux. Et cette liaison s'appelle une liaison covalente, parce que les atomes mettent leurs électrons de valence en commun. Alors vous voyez ici, les 2 atomes sont identiques. Ils exercent donc la même force sur les électrons qui sont donc bien au milieu. C'est ce qu'on appelle une liaison covalente symétrique. Que se passe-t-il si les atomes ne sont pas les mêmes? Eh bien, cela va dépendre de la force avec laquelle les noyaux attirent les électrons, soit l'électronégativité des atomes. Si les 2 atomes ont environ la même électronégativité, comme par exemple le carbone et l'hydrogène, comme ils attirent les électrons avec environ la même force, les électrons restent bien au milieu. C'est la même chose que quand on avait 2 atomes de chlore. Si maintenant les atomes ont des électronégativités différentes, comme le chlore et l'hydrogène, que va-t-il se passer? Ici, le chlore est bien plus électronégatif que l'hydrogène. Il va plus fortement attirer les électrons à lui, ce qui va donc déformer le nuage électronique. La liaison devient asymétrique. Les électrons se retrouvent alors plus près du noyau de chlore.
Comme ils sont plus près et qu'ils sont chargés négativement, le chlore se retrouve donc un peu chargé négativement. Mais juste un peu. L'électron n'est pas arraché. C'est donc ce qu'on appelle une charge partielle, qui est plus petite que la charge élémentaire, d'où le mot partiel. Et elle se note avec cette lettre, qui est un delta minuscule. C'est la même chose dans l'autre sens pour l'hydrogène, qui se retrouve affecté d'une charge partielle, mais cette fois-ci positive, qu'on va donc noter delta+. Cette liaison asymétrique dans laquelle les constituants sont chargés, mais juste un peu, s'appelle une liaison covalente polaire. À noter que si la différence d'électronégativité est trop grande, ce delta-là devient plus grand jusqu'à valoir 1 et l'électron est arraché et on se retrouve dans le cas de la liaison ionique. On peut résumer tout cela en faisant un gradient de liaison suivant la différence d'électronégativité. Si l'électronégativité est la même, la liaison est dite covalente symétrique, comme dans Cl2 ou CH. Si elle est un peu différente, on a une liaison covalente polaire, comme CCl ou HCl. Et enfin, si les électronégativités sont trop différentes, les atomes vont former une liaison ionique, comme dans NaCl. Voilà donc les 3 sortes de liaisons chimiques, qu'on appelle aussi liaisons intramoléculaires, parce qu'elles ont lieu entre des atomes qui font partie de la même molécule. Ces liaisons sont fortes, elles ont une énergie de l'ordre de 100 kJ par mol. À ne pas confondre donc avec les liaisons intermoléculaires, qui elles relient les molécules entre elles et ont des énergies beaucoup plus faibles.